Camerounais, Camerounaises, chers compatriotes, bien le bonsoir dans vos maisons. C'est encore un plaisir d'échanger avec vous ce soir sur les questions qui pressent dans notre nation. Aujourd'hui, je voudrais aborder le thème du coût de la guerre. La guerre que nous savons être livrée aujourd'hui dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest de notre pays. Une guerre ouverte qui tire à sa troisième année et qui n'est pas prêt aujourd'hui de voir une fin quelconque envisagée. Je voudrais que déjà nous revenions sur l'historique de cette situation. Depuis le Cameroun étant un pays, un bloc sous l'empire colonial allemand, la défaite des Allemands et donc la partition du Cameroun en deux Camerouns par les empires coloniaux français et britanniques, puis par la suite, sous le président Ahidjo, après qu'on ait perdu une partie de ce Cameroun anglophone au profit du Nigeria, et donc un peu plus tard, une réunification de ce qui restait du Cameroun anglophone et du Cameroun francophone sous le président Ahidjo en 72. Donc nous nous trouvons là, de nouveau unis, les deux morceaux que s'étaient partagés la France et l'Angleterre, moins une partie qui, par référendum, donc je questionnerais même la légitimité, a été perdue au profit du Nigeria. Nous pourrions peut-être revendiquer cette partie-là. Alors, ceci dit, l'héritage colonial de la zone anglophone, tout comme celui de la zone francophone, a été des pratiques, des us, des coutumes, selon le système anglais, c'est-à-dire au niveau juridique de common law, au niveau éducatif, un système scolaire qui épousait le modèle anglais. Nous avons assisté donc en 2016 à des revendications par d'abord les avocats dans cette région-là, les enseignants aussi dans cette région-là, de ce que de plus en plus le système francophone leur était imposé et puis que les postes administratifs et judiciaires étaient de plus en plus occupés par des francophones qui, dans bien des cas, ne parlaient pas même la langue anglaise locale. Donc, de façon assez légitime, ces revendications étaient présentées au gouvernement national. La réponse a été une répression. Et s'en est suivi donc que des groupes extrémistes ont aussi pris les armes du côté anglophone et aujourd'hui, nous nous trouvons à avoir à gérer quasiment une guerre civile opposant des forces séparatistes extrémistes avec les forces gouvernementales nationales. C'est triste. Mais voilà la situation qui prévaut. Analysons maintenant le coût de la guerre. Cette guerre qui est décriée par beaucoup. Et
dont l'horizon ne peut encore être entrevu. Nous entendons des bruits ici et là d'interventions prochaines de nations étrangères, l'ONU et autres grandes puissances, les États-Unis. Nous entendons tout type de nouvelles et nous ne savons pas la portée dans le sens de, du temps, okay? de timeline, d'accord? La portée dans le sens, dans ce sens-là de l'intervention prochaine annoncée. Voilà. Ceci dit, la guerre, elle, s'accompagne de coups. Ces coûts peuvent être des fois mesurables et des fois pas du tout quantifiables. Des coûts économiques, un coût militaire, ça ce sont des données parfaitement calculables, quantifiables, chiffrables. En revanche, le coût militaire, le coût humain, le coût social, le coût politique ne peuvent pas être facilement embrassés. Ok? C'est très difficile. Donc, je voudrais parler ici de ces coûts-là. Et pourquoi donc nous allons continuer d'exiger, de demander l'arrêt immédiat des hostilités. Vous savez, le coût militaire, c'est déjà que pour les opérations internes, l'armée n'est pas particulièrement indiquée. À l'intérieur d'un pays, ce que nous gérons, ce qui gère les conflits internes, c'est généralement la police, la gendarmerie. Okay? Parce que ce sont des corps qui sont formés à connaître, à comprendre la culture nationale et à approcher les populations selon cette donnée-là. L'armée, les militaires sont supposés être assignés seulement à la défense des frontières et des menaces extérieures. Voilà. Donc notre coût militaire aujourd'hui, c'est que nous abrutissons nos soldats, nos valeureux soldats, à se retrouver en conflit fratricide, un conflit fratricide, c'est-à-dire avec leurs propres frères, à devoir lutter, tirer, ouvrir le feu sur un adversaire qui n'a en principe rien d'un ennemi. Ça, c'est un des aspects du coût militaire. Le coût économique, c'est ce que ça nous coûte de financer une telle guerre. La reconstruction après de tout ce qui aura été détruit, la réhabilitation des soldats et des populations qui auront perdu beaucoup de leur patrimoine, des villes à restaurer, des routes et tout ce qui est infrastructure, si même infrastructure il y avait. Le troisième point, c'est le coût humain. Les pertes en vies humaines, irrattrapables. Ensuite, le coût social, c'est-à-dire les humiliations subies par les populations, par même les troupes, et les répercussions sur le long terme en termes de réconciliation, pardon et reconstruction de la cohésion sociale. C'est un coût
qui n'est absolument pas chiffrable. Le coût humain s'accompagne du coût social, qui est cette cohésion sociale. Et puis, nous en arrivons au coût politique. Le coût politique pour reconstruire une unité nationale, pour reconstruire une volonté par les deux entités territoriales de travailler ensemble, il va falloir des politiques et des politiciens qui soient capables de reconstruire un tissu national, une identité nationale qui fasse que les membres de la zone, les membres de cette entité, donc de la zone anglophone, aient un attachement quelconque, un attachement, je vais dire, qui soit viable, qui soit réel et fiable à cette identité nationale qui fait des deux territoires un pays, une entité et une nation unie. Ça, ce sont les différents coûts que nous devons envisager ici. Et vous conviendrez avec moi que ce n'est pas chose donnée ou chose facile. Donc, il va falloir déjà, dans un premier temps, redoubler d'efforts en revendiquant, en insistant auprès des autorités que le carnage s'arrête et que nous puissions nous remettre sur le chemin de la paix tout en ouvrant des chantiers de la reconstruction du patrimoine, de l'identité nationale. Un des coûts majeurs que je voudrais ici porter à votre attention, c'est la réhabilitation des soldats et de tous les corps d'armée qui se sont retrouvés impliqués dans le conflit. C'est-à-dire qu'après tous les traumatismes vécus pendant les affrontements, nous nous trouvons avec des soldats et des familles, des civils qui ont été marqués par les images de destruction, de violence, de souffrance, et qui sont donc, on va dire, possédés ou attaqués par ce qu'on va appeler un stress traumatique d'après post-traumatique stress disease. C'est-à-dire que c'est une maladie qu'on contracte après avoir été exposé à des événements traumatiques. Alors, dans des pays comme les États-Unis, nous avons de grandes communautés de vétérans qui doivent se faire assister au niveau psychologique, au niveau économique, au niveau réinsertion sociale. Et une guerre prolongée comme celle-là va forcément produire ce genre de problème. Des éléments qui ont subi un stress, une pression, ou des chocs psychologiques qu'il va falloir réparer, qu'il va falloir, comment on va dire, effacer de leurs esprits, de leur conscience. Il va falloir les ramener dans la vie et la société de tous les jours. Eux et leurs familles, et tous ceux, bien sûr, qui ont subi les atrocités de la guerre. Donc, arrêtons cette guerre au plus vite
pour que nous puissions nous lancer sur le chantier de la reconstruction, de la réhabilitation. Appelons les autorités à prendre des mesures qui soient plus favorables à la remise en marche du processus de paix, afin que nous ayons une tâche, un labeur moins accentué et que nous puissions dès aujourd'hui nous atteler à la tâche de reconstruction. C'est le grand appel que je voudrais lancer à toutes les consciences et à tous ceux qui ont hâte de voir ce scandale, la page de ce scandale, être enfin tournée. Donc, voilà ma contribution. J'appelle la jeunesse à se réveiller. J'appelle les soldats de toutes parts à arrêter les hostilités, à se retirer des champs de tir, à se retirer des champs de bataille. On ne peut pas tirer sur son frère. Imaginez-vous la haine, la racine, la graine de haine qui est plantée, qui peut s'étendre et pousser sur des générations multiples dans le futur. Donc arrêtons et exigeons aux autorités d'adopter un ton qui soit plus propice et favorable à l'édification de la paix. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse notre nation. À très bientôt pour une autre contribution. J'attends bien sûr vos commentaires, votre pensée pour me nourrir moi aussi. À très bientôt. Bonsoir et que la paix soit chez vous.